On enregistre. Là, attention à ce que vous dites. Et puis, Facebook. Qu'est-ce qui arrive, Facebook? Malheureusement, quand je vais sur ma page de justice de santé, le monde, il n'y a pas assez de monde qui le côtoie. Il faut que je le partage sur mon profil. Sinon, ça ne fait pas assez de monde. Parce que j'ai moins de monde qui me connaissent sur justice de santé que sur mon profil. OK, vous avez tout compris. Oui, Oui, mais, oui, tout à fait. ouais, mais il faudrait que, c'est parce que il faudrait que tu contactes tous tes amis et tu leur demandes de liker ta page. Ta page. Excuse-moi, Ouais, c'est des problèmes. je l'ai fait. Et puis, non, mais je pense qu'avec le temps, oui, mais je vais aussi partager sur ma page. Oui, c'est parce que quand quelqu'un me demande par rapport à ton émission, je veux leur envoyer un lien où tout de suite ils ont l'information. Là, puis, Exact. ouais, ils ne sont pas en train de scroller pour essayer de trouver de l'information par rapport au lien pour Zoom, en fait. Bon, c'est ça que je vais faire. Donc, en tout cas, on va ranger ça. Là, on s'en va en ligne. Oh, c'est vrai. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Mon, voilà. Oh, ah. Ça sonne à la porte. Tu peux-tu l'ouvrir, Caro? Pendant que, Non, mais c'est fait. pendant que je suis en train de me battre avec notre ami Bazar. Bon. En Allô, passant, Tania? allô, Tania. En passant, j'aimerais parler de quelque chose ce soir, Daniel. Oui. Pas Oui. préparé par rapport à ça, mais en tout cas, ça sortira comme ça sortira. OK, tu parles quand ça va être ton tour ou on te passe en premier? Pas nécessairement premier, là. C'est parce que OK. quand je suis co-animatrice, je peux pas lever ma main, puis habituellement, ben, je passe mon tour. Mais j'aimerais juste Ben, non, demander. OK, ben, de toute façon, c'est quand tu as quelque chose à dire, tu peux te dire, là, tu peux intervenir, sauf que ouais, tu peux pas lever ta main comme ceci. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais préparer mes affaires. Oups! Bon, OK, là, vous voyez tout écran bleu, ça c'est beau. Ensuite, on s'en va vers la page. Je suis en train de me mettre en ligne. OK, on est prêt tout le monde? On s'en va en ligne. Bon, bonsoir tout le monde.
Bienvenue à notre émission ce soir. Salut, salut Sandra, salut Marie-Michel, salut Caroline, Nicole et Monsieur Simard. Tania, salut tout le monde. Salut! Allô? Bon, vous êtes prêts? Salut, Allô? salut. Bonjour, bonsoir. Excellent, merci. Bienvenue. Donc, on est prêt pour écouter. Notre cher ami Mozart, mon cher Mozart. Vas-y, c'est à toi, commence. On n'entend pas. Oh! Donc, vous m'avez entendu un petit peu, mais là, je vais vous mettre les haut-parleurs. On n'entend pas. Comme d'habitude, c'est sûr, quand moi avec Mozart, ça va bien. Ah, là, ça marche. Bon, ben là, ça a marché. Excellent. Ben, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre émission Justice de santé. Et sans plus tarder, tout de suite en partant, si vous voulez nous rejoindre, ben, c'est bien simple. Vous avez le lien sur mon profil. Vous avez le lien, vous déroulez le lien, pas le lien, mais l'invitation. Et puis, vous avez un lien sur Zoom. Et puis, automatiquement, vous rejoignez notre panel sur Justice de santé. Et si jamais vous avez un problème informatique, ben, vous pouvez me rejoindre sur mon téléphone, pas sur mon téléphone, mais sur la ligne téléphonique, d'accord? Sur le 438, région de Montréal, le 809-7799. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, quand vous arrivez sur le panel, ben, en bas, vous avez participants. Donc, vous cliquez dessus et automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre. Et puis, vous avez une petite main levée. Donc, quand vous voulez réagir, bien sûr, vous levez la main. D'accord? Et puis, en tour de rôle, moi, je sais qui a levé sa main le premier. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez réagir. OK? Il y a Caroline qui est co-animatrice, donc elle peut réagir comme qu'elle veut. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi important, quand vous voulez réagir, vous avez 1 minute pour réagir, sauf ceux qui ont des chroniques. Les chroniques, ben, nous ont 5 minutes toujours. Toujours un petit peu plus long pour ceux qui ont de la difficulté. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, donc, on ne parle pas tout en même temps. On fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on est complètement en ligne. Donc, juste faire attention à vos propos. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a une clochette aussi qui va se faire ressentir. Il y en a bien qui aiment ça, la clochette, parce qu'ils veulent laisser la chance aux autres, parce que c'est ça le but, notre but, c'est faire parler le monde autant que possible, le plus de nombre de personnes possible. Et puis quand je vous dis qu'il reste 15 secondes, ben, vous avez 15 secondes pour arrêter votre propos. Et puis on va laisser la chance aux autres, et ainsi de suite. Ça vous va? Et puis, tant que possible, vous mettez vos micros à off pour pas qu'on entende les bruits de votre maison. D'accord? Des fois, ça arrive qu'il y a une interférence, donc il faut faire attention à ça. D'accord? Maintenant, je vais vous lire, pas lire, mais plutôt dire les points du jour. Les points du jour, donc, juste en passant vers 20h15, 20h20, je vais passer en entrevue avec
avec Laure, excusez, juste, je ne veux pas me tromper dans son nom, là. C'est Mme Le Tarte-Lavoie qui va passer, donc c'est Laure, ok, d'accord. Et puis, elle est de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Donc, tous les professionnels, les ergothérapeutes, ainsi de suite, nutritionnistes. Donc, on va parler un peu là, de son organisme, vu que c'est la vice-présidente du syndicat, de ce syndicat-là. D'accord? Ça vous va jusque-là. Et donc, on veut féliciter aussi le personnel de la santé hein, qui vient, surtout ceux là, qui ont, je contribue aussi, il y a des aides de services qui peuvent nous aider. Et puis aussi l'entretien, service d'entretien, alimentation. On veut remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui, le HVD, Handicap, Public Dignité, Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, la coopérative Assist et Chèque emploi service réinventé. Donc, c'est ça qu'on est appuyé. Et aussi, je veux souhaiter mes condoléances là, aux familles là, qui ont perdu des proches à cause de la COVID. Il y en a encore. Et puis, malheureusement, je pense au Québec, on est la province qui a le plus de cas en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de décès, là, mais quand même. On est capable là, de se autosuffire. Mais il y en a quand même 5000. Quasiment 6000 personnes qui sont décédées. Donc, c'est sûr là, que espérons que ça va arrêter là, à un moment donné. Tout ça, là. Maintenant, on va parler du maintien à domicile. Hein? Et puis, donc, aussi, on va parler un instant. Sortir un proche aidant d'un CHSLD. C'est Tania qui va nous en parler. Maintenant, on va parler aussi de santé mentale. Josée, ce soir, si elle vient, on va parler de santé mentale. Entre un proche, Caroline qui en parle pour quand on visite un proche, d'accord, surtout dans les CHSLD qui ont été déconfinés depuis le 18 juin. Il y en a encore qui ne le sont pas. Il y a Marjolaine Goudreau qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Marjolaine. Oui, Marjolaine. Hop. Bonjour, Mme Gaudreau. Bonjour, désolée, je suis en retard. C'est pas grave, merci. Merci pour ma visite. Donc, je vais vous revenir après, Mme Gaudreau, d'accord? Parfait. Excellent. Donc, on va commencer par Tania. Tania. Après, oui, Tania. Vas-y, je t'écoute. Tu es disponible? Oui, oui. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. La nutritionniste voulait rencontrer ma mère. Elle a passé son test de COVID suite à sa toux. C'est négatif, mais j'ai quand même exprimé que je préférais qu'il y ait personne qui vienne, à moins que ce soit urgent, parce que il voyage un petit peu partout. Puis même si le test est négatif, vu qu'elle toussait, on était un peu nerveux. Et puis, je lui ai demandé encore une fois et j'ai dû le suggérer si on pouvait le faire par vidéoconférence. Ça fait quand même 2 fois au moins qu'elle est venue voir ma mère. Je ne sais pas pourquoi elle doit la voir encore une fois. Mais finalement, elle a admis que ils avaient reçu des laptops finalement. Et puis, elle pourrait le faire par vidéoconférence. Donc, c'est juste que si quelqu'un se se sent inconfortable, ne demandez parce que personne ne va vous le suggérer, mais vous avez le droit
d'avoir une visite par vidéoconférence parce qu'il paraît qu'ils ont reçu des laptops. Je ne sais pas combien de personnes, mais ça a l'air que parce qu'ils travaillent de la maison. Alors, c'est ça. Donc, sentez pas obligé d'accepter qu'ils viennent chez vous parce qu'il n'y a personne qui va vous suggérer peut-être d'utiliser le vidéoconférence. C'est à vous de le demander. Parce que moi, je me sentais, parce que j'habite un CIUS qui est très, très contaminé. OK. Fait que là, donc, c'est la façon de faire. Tania? Bon, on a perdu Tania. De toute façon, on va revenir là, si jamais, là, je ne sais pas si elle est partie. Oui, salut Éole. Salut. Ça va bien? Bon, excellent. Bienvenue, bienvenue. Tania, es-tu là? Non? OK. Bon, ben, on va continuer un petit peu plus loin. Ben justement, il y a Mme Gaudreau. Madame Gaudreau, ça va bien? Ah, faudrait mettre votre micro. Voilà. Oui, excellent, oui, excellent. Allô? Oui. Oui, ça va bien. C'est la première fois que je participe. Oui, OK, d'accord. Vous, est-ce que vous faites partie d'un regroupement? Oui, je suis la présidente du regroupement Récif. Oui, OK. Oui, qui est une association d'intervenants sociaux au Québec. Donc, autant les techniciennes en travail social que les travailleurs sociaux, que les étudiantes en travail social et les profs. OK, d'accord, d'accord. Et comment ça va, vous, dans ce milieu-là? Là? Bien, ça brasse, comme vous. Si ça brasse dans les services publics et les organismes communautaires, ça brasse au Récif aussi. Okay. Parce qu'on est quand même un organisme de défense de droits pour la protection des services publics et le fait que, mon Dieu, depuis bien des années, là, depuis les fusions, on fait travailler les salariés à l'encontre de leur code de déontologie. Alors, de nous faire travailler rapidement avec plein d'outils informatisés, comme vous pouvez le savoir, là, l'OCCI, ceux qui le connaissent. Donc, il y a une augmentation de la charge administrative versus l'aide apportée aux familles ou aux personnes. Et c'est dans ça qu'on se débat un peu le Récif, là. On essaye d'alerter le ministère, de faire des rencontres, des choses comme ça, de soutenir les intervenants qui ont le devoir de respecter leur code de déontologie et ils ont le devoir de ne pas écouter l'employeur et faire leur job comme il faut. En tout cas, on travaille un peu dans ces eaux-là. C'est pas évident. Et c'est quoi les façons de se défendre pour ça, là, pour justement qu'il n'y ait pas d'abus? Quand tu dis « on », c'est qui le « on » ? Ben, ouais, plutôt votre organisme que vous représentez. Oui, OK. Ben, dans le fond, on fait beaucoup de représentation auprès, premièrement, des étudiants, beaucoup en travail social, pour qu'ils puissent sortir avec un esprit un peu plus critique dans le réseau, premièrement. Deuxièmement, on tente de faire des tournées partout au Québec pour rencontrer des groupes de travailleurs et de travailleuses pour les informer que par-dessus tout, c'est notre code de déontologie juridiquement qui nous régit et non notre employeur. C'est très difficile. On n'est pas habitué de dire à notre employeur non parce qu'il y a des représailles. Bon, c'est tout un peu, c'est quoi aussi au niveau de l'omerta, le fait qu'on ne peut pas dénoncer non plus notre employeur. Alors, oui, c'est complexe. C'était pas comme ça il y a une trentaine d'années, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, c'est comme ça qu'il faut tenter de défendre les services de cette façon-là. On travaille beaucoup en collaboration avec des organismes communautaires aussi pour être un petit peu plus fort, pas juste le Récif, mais s'associer à d'autres organismes aussi. C'est de cette façon-là. Oui. Madame Gaudreau, pourriez-vous nous donner un exemple typique où
ou votre employeur vous empêche de faire vous, pas vous personnellement, mais empêche un travailleur social ou une travailleuse sociale de faire sa job, là? En réduisant notre temps de travail, moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans le réseau. Quand je suis rentrée, c'est nous autres qui décidaient quand on avait terminé nos interventions auprès d'une famille. Parce que ça, c'est mon devoir de professionnel, de dire j'ai terminé avec la famille ou la famille ne veut plus, qu'importe. Là. Ouais. Mais il y avait une autonomie professionnelle qu'on appelle un jugement. Ça fait partie de notre code de déontologie, notre jugement professionnel. Fait qu'avant, on terminait quand on avait terminé, quand la famille aussi pensait qu'on avait terminé une bulle d'aide ou des choses comme ça. Maintenant, c'est plus ça. On est régi par, vous faites une demande au CLSC, bien, on va vous offrir 10 rencontres. Probablement pas au soutien à domicile, mais dans tout le reste, c'est 10 rencontres. Et c'est pas vrai qu'en santé mentale ou ailleurs, ou en petite enfance, que 10 rencontres pour aider une famille, c'est suffisant. D'ailleurs, nous, on n'est pas surprise que ça déborde à la DPJ. C'est qu'on ne fait plus le travail qu'on faisait correctement auprès des familles aussi. Donc ça, on aurait le droit de dire à notre employeur qu'on ne ferme pas le dossier et qu'on continue. Mais là, arrive toute une mécanique administrative qui est très forte. Parce que vous le savez tous qu'on est maintenant, avant on était comme les organismes communautaires, on était subventionnés à la mission, les CLSC, et maintenant on est subventionné à l'acte. Ah. Plus on fait des stats, plus l'argent rentre dans l'établissement. Moins on fait de statistiques, moins il y a de l'argent, et là ils coupent des postes dans les équipes. Fait que c'est comme un couteau à deux tranchants pour nous. Si on ne ferme pas les dossiers, qu'on n'en ouvre pas des nouveaux, ben, notre gestionnaire va venir nous dire qu'il va falloir que je coupe des heures dans votre équipe. Et c'est vrai parce que c'est comme ça que maintenant que le ministère et le gouvernement financent les services publics. Attendez, c'est un exemple. Excusez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris par rapport à la rémunération. Donc, vous êtes payé à l'acte, vous dites? Oui. Quand je dis ça, là, c'est pas que moi, comme intervenante, je suis payée à l'acte, j'ai un salaire horaire. L'établissement est subventionné à l'acte. OK. Oui. Donc, il y a tout avantage. En fait, il y a plus d'actes quand les dossiers sont fermés plus rapidement ou c'est le contraire? Oui. OK. Oui, avoir un nouveau dossier est beaucoup plus payant que d'avoir un dossier à long terme qui dure pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Quand on rentre dans une famille, c'est pas évident qu'on touche tout de suite ce qui se passe, que les gens ne se livrent pas non plus tout de suite comme ça quand on arrive dans un milieu, c'est pas vrai. Alors, ça prend du temps, il faut créer des liens, il faut trouver des stratégies pour aider n'importe quelle famille. On n'est pas tous pareils comme famille, puis il faut trouver le lien, il faut trouver l'approche, puis ça prend du temps. Wow, merci beaucoup. Je pense que Marie-Michel a une question. Oui. Marie-Michel? Oui, je suis lente à me démuter. Excusez. Oui, moi, j'aurais une question parce que là, on a vécu une situation super extraordinaire, exceptionnelle en ce moment avec la COVID et la pandémie, puis le confinement. Puis moi, en tout cas, je ne sais pas si c'était le même dans les autres CLSC puis les autres CIUS et CIS. Les travailleurs sociaux, ils ont été mutés à d'autres tâches connexes qui n'étaient pas dans leur contrat avant, mais là, ça sont devenus dans leur contrat. Là. Donc, les familles, habituellement, les travailleurs sociaux, on s'entendait à ce qu'ils appellent les familles pour dire comment ça va parce que là, vous êtes en confinement. C'est des personnes des familles qui sont vulnérables, puis nous autres, c'est dans le soin à domicile, donc des personnes handicapées. Mais là, tout à coup, ils ne sont plus là, ils ne sont pas remplacés. Donc, il y a un vide de service et ça dure pendant des mois. Je voulais vous entendre là-dessus parce que ça ne doit pas être le seul CIUS que c'était comme ça. Donc, il y a un vide de service, il n'y a plus de travailleurs sociaux parce qu'on affecté à d'autres tâches. Puis, la santé mentale a joué beaucoup là-dedans parce que, je veux dire, que les personnes qui ont été confinées, puis c'était des personnes handicapées, puis se retrouvent avec plus de travailleurs sociaux ou travailleuses sociales parce qu'ils ont été mutés à d'autres tâches durant le confinement. Là, ils n'ont plus personne
vers qui se retourner, puis ils ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils ne peuvent plus aller faire leur épicerie. Il y a plein de choses, en tout cas, vous pouvez vous imaginer tout ce qui a pu, c'est pu arriver durant ce temps-là. Alors, je voulais savoir si c'était comme ça partout, si vous en avez eu des échos, vous, de vos membres, ou je voudrais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Oui, oui. Dans le réseau, on appelait ça le délestage. C'était le terme qui était utilisé par notre trio à tous les jours. Ils délestaient des employés pour aller travailler dans les CHSLD. Et ça a été à géométrie variable. Il n'y a pas un CIS ou un CIUS qui était pareil. À notre connaissance, en tout cas, parce qu'on a essayé de travailler avec l'Association des psychologues aussi, eux ont fait beaucoup de travaux avec le ministère pour dire de ne pas délester les gens parce que ça va nous rattraper à un moment donné quand on laisse des personnes, soit qui étaient déjà suivies en santé mentale ou dans les autres équipes, les problèmes de santé mentale vont s'accentuer. Mais le gouvernement est resté sourd à ce niveau-là. Et les gens qui ont été délestés, ben, ne voulaient pas. Donc, ça a été très, très pas pareil dans chaque établissement. Il y en a qui y allaient par volontariat, d'autres c'était les plus jeunes en ancienneté qui y allaient, qui étaient délestés. Mais et on n'avait pas le choix. À notre connaissance, ça ne s'est pas fait partout dans le Québec. Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais que dans les Laurentides, au nord de l'île et dans l'Est, à Montréal, ça a été fait, le délestage. Mais je pense que ça n'a pas été fait partout, à moins que vous me dites que dans ces trois-là, vous avez été témoin qu'il y avait eu du délestage ailleurs. Moi, j'habite la région de Québec, puis ça s'est fait. La région de Québec. Fait Québec. Bon. Ouais. Moi, ma travail social a été délestée dès le début. Puis j'ai pas encore de nouvelles d'elle, là, qu'on est rendu à fin juillet. Là, il y a les vacances qui embarquent, là. Puis, c'est ça, là. Et vous vous plaignez pas? Non, mais moi, il y a quelqu'un d'autre qui a embarqué dans le dossier parce que quand ils ont vu que ça ne marchait pas, il y a une ergothérapeute qui est rentrée dans le dossier. Puis, mais c'est ça, parce que là, j'ai fait de la pression. Là, mais je trouvais ça quand même épouvantable parce que c'est ça. Bon, excusez-moi, il y a Guy qui veut poser une question. Guy. Oui, bonjour, Mme Boudreau, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, oui, merci. Parfait. Oui, regardez, moi, je suis dans le centre, dans l'est de Montréal, là, le CIUS de l'Est. Puis je peux vous dire qu'il y a eu des délestages, beaucoup. Oui. Plusieurs pivots ont été dans les centres d'hébergement pour donner un coup de main. Et là, tranquillement, ils commencent à revenir parce qu'il y a bien des dossiers qui ont été mis, comme on pourrait dire, sur la glace. Mais tant qu'on dirait que ça recommence à vouloir reprendre un peu, puis là, on voit de notre côté aussi qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis en espérant qu'on touche du bois que ça n'arrivera pas ici, il y en a tant que ça, mais avez-vous peur qu'une deuxième vague arrive et que ça va être encore plus dévastateur? Écoutez, je ne serais pas capable, je ne suis pas équipée pour vous répondre pour une deuxième vague. Je ne suis vraiment pas un médecin ou microbiologiste. Je ne peux pas le prédire. Je ne suis pas connaissante dans ce milieu-là. Mais si jamais il y en a une et on se fie comment ça a été géré à la première, la deuxième, elle va être gérée de la même façon. Ils n'ont pas fait de mea culpa sur le délestage, ils n'ont pas fait d'analyse à savoir si c'était correct ou pas. Ils ont laissé des gens en plan, là, comme Mme Thériault le dit. Vous avez été en arrêt de service et de soutien pendant 3 mois. Personne dans le gouvernement a dit que ça n'avait pas d'allure. Alors, si jamais ça existe, la deuxième vague, tout ce qu'on va savoir, c'est que les employés vont être encore plus épuisés. On va faire affaire avec des employés encore plus fatigués qu'avant. Bon, bien, merci beaucoup. Oui, merci, Mme Boudreau. On fait plaisir. Merci. Maintenant, écoutez, je vais, sans plus tarder, vous faire entendre l'entrevue de cet après-midi avec Mme Laure de Tarte-Lavoie, justement, qui est de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Donc, je vais vous faire entendre cette entrevue-là que j'ai eue avec elle cet après-midi. Donc, j'espère que je ne me tromperai pas pour être bien sûr que j'ai une entrevue. Oui, justement ici. Juste...
Bon, je vais être prête à vous présenter ça. On peut peut-être parler en attendant. Oh, c'est bon, ça s'en vient. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, et ça me fait plaisir de vous présenter Madame. Un instant, je ne veux pas mélanger, je vais pas me tromper de votre nom. Lavoie. Oui, Madame Laure Letarte-Lavoie. Donc, c'est la vice-présidente du syndicat pour l'Alliance, juste pour ne pas me mélanger, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et services sociaux. Bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour Justice de santé. Et on va parler justement, je sais que vous représentez une gamme de professionnels, hein, comme j'ai pu le remarquer. Donc, vous avez... 106 types d'emploi. Pardon? On a jusqu'à 106 types d'emplois qu'on représente. Oh là 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 là, OK, d'accord. Et puis, je sais que vous représentez aussi les ergothérapeutes et psychothérapeutes, je crois, ou en Oui, en fait, je peux vous dire un petit peu, là, on a autant tout le personnel de laboratoire, la radiologie, puis on a aussi le psychosocial là, avec les psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs. On a aussi les hygiénistes dentaires, les techs en loisirs, les nutritionnistes, bio-ergo en réadaptation, TRP. Fait que oui, on couvre très large. C'est tous les professionnels et techniciens du réseau de la santé. Et comment ça se passe en ce moment avec la COVID, en ce moment avec tous vos professionnels en ce moment? Ça doit pas être facile, là. Oui, c'est une grosse période, effectivement. Donc, nos membres, là, en fait, on en a 56 000 à travers le Québec, puis ils sont autant dans les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, les ressources intermédiaires, les centres de réadaptation. Donc, c'est sûr que durant la crise, il y a des professionnels en CLSC, par exemple, qui ont été réaffectés vers les CHSLD. Puis, ça a été difficile parce que il y a du délestage qu'on appelait là, qui a été fait un peu sans préparation, sans planification. Des gens qui ont été envoyés dans les CHSLD sans préparation, sans formation, pas d'accompagnement. Donc, ils arrivent là, ils savent pas nécessairement les procédures toutes de sécurité, comment mettre le masque, les équipements de protection. Ils savent pas nécessairement non plus comment fonctionne un CHSLD quand c'est pas ça ton milieu de travail. Le CLSC, c'est quand même différent. Donc, ça s'est fait, puis avec toujours une inquiétude aussi pour les gens qu'on laisse, les usagers qui avaient dans leur charge de cas, ces gens-là, ils étaient suivis parce qu'il y avait des besoins, il y avait besoin de sport. Donc, c'était préoccupant aussi pour eux, pour ces professionnels-là, pour nos membres, de se dire, ben là, je les laisse là parce qu'il y a des besoins au CHSLD, mais il y a quand même des gens que je laisse qui avaient des besoins, là. Ah, absolument. Et puis, comme j'ai pu voir, j'ai vu du monde qui sont même engagés dans Je contribue, ces choses-là, pour justement aider les CHSLD en ce moment qui avaient un besoin criant. Et puis, mais là, malheureusement, les usagers, eux autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que oui, on a laissé justement les activités qui étaient nécessaires là, pour leur maintien, hein, c'est sûr. Donc, je ne sais pas là, comment que vraiment ça va est-ce que ça s'est résorbé? Ça s'est-tu amélioré? Ça dépend des endroits. Il y a des membres qui sont retournés sur leur poste initial. Il y en a que c'est toujours pas fait. C'est sûr que aussi dans tout ce déplacement-là qui s'est fait, on demandait à la PTS que nos membres soient affectés à des tâches où leurs compétences seraient utilisées de façon optimale. Parce qu'il y a tellement de choses que nos membres ils peuvent faire pour aider, surtout au niveau de la prévention. Il y a tellement d'affaires que si on les utilisait davantage, il y a beaucoup de l'aspect, si je peux dire, là, médical ou l'approche pharmacologique qu'on pourrait éviter. Si je peux vous donner juste un exemple bien concret. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir une difficulté de langage. Disons qu'il y a une dyspraxie verbale. Oui. Mais là, parce que ces personnes-là ont de la misère à s'exprimer, les gens vont souvent assumer qu'elle a une déficience intellectuelle.
Exact. C'est juste qu'elle a de la difficulté à parler. C'est normal que là, ça crée de la frustration puis que ça va choquer ces personnes-là. Mais comment le système gère une situation comme ça? C'est qu'il va dire, bon, ben je te donne des médicaments contre l'agressivité. Mais c'est pas ça que la personne a besoin. C'est pas ça qu'elle a besoin aussi pour mieux se sentir intégrée dans la société. Donc, dans cet exemple-là, ce que je veux amener, c'est que si on utilisait davantage nos membres, par exemple les orthophonistes, bien, ils pourraient aider ces personnes-là avec leur prononciation, ils pourraient les aider à trouver des stratégies pour mieux se faire comprendre. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on se dit, crime, si on utilisait à meilleur escient nos titres d'emploi, on pourrait éviter des approches un peu plus médicales ou pharmacologiques. Ah, absolument, absolument. Et puis, justement, dans le panel, on a une personne qui, justement, il faut prendre son temps pour l'écouter. Et puis, justement, c'est ça qu'elle me disait. Elle me disait, justement, les personnes avaient des préjugés par rapport à le langage équivaut à l'intelligence, ou je sais pas là, comment dire ça. Là. Et puis, justement, c'est sa frustration qui me dit, là. La grande frustration, il est content de pouvoir avoir une voix avec nous autres, de pouvoir s'exprimer. Donc, vous êtes là pour aider ces gens-là, pour les aider au maximum de leur capacité. Là. Ben oui, mais tous ne se règlent pas avec une pilule, on le sait. C'est ça, puis nos membres, ils sont prêts à donner des services de psychosocial, de réadaptation, de nutrition, de santé physique pour vraiment aider les gens qui ont des besoins. Si je peux vous donner un petit peu là, qu'est-ce que nos membres font, je pense que vous avez reçu Philippe Voyer dans une de vos entrevues, puis il disait il n'existe pas de remède contre l'ennui, mais je pense que je peux vous dire qu'une partie de nos membres, là, ils permettraient de le combattre. Ah oui, absolument. Ah oui. On a, par exemple, nos physios, nos ergos, nos TRP, audiologistes, orthophonistes qui vont préserver, renforcer les capacités d'une personne après un accident, qui vont aider à améliorer le fonctionnement au quotidien. On a des nutritionnistes, des éducateurs, des ergothérapeutes qui vont permettre d'adapter le milieu de vie d'une personne pour faciliter ses activités de vie quotidienne et domestique et aussi aider à décharger les proches aidants. On a des travailleurs sociaux, des techniciens de travail social, des APPA qui s'assurent que la personne bénéficie d'un réseau social et de toutes les ressources qu'elle a besoin dans la communauté ou dans le réseau. Dans les centres d'hébergement, vous êtes bien au courant, il y a les techs en loisirs, les récréologues, des éducateurs, des techniciens en réadaptation physique qui vont élaborer des activités de loisirs, de stimulation adaptées aux besoins des résidents. On a aussi les intervenants en soins spirituels, des éducateurs, des travailleurs sociaux qui vont offrir un soutien moral et psychologique aux épreuves que les personnes font face, surtout en ce moment. Là, il y a eu sûrement beaucoup d'anxiété parmi les résidents aussi avec la situation. Je ne sais pas comment... c'est épouvantable. Oui, avez-vous le support psychologique nécessaire? C'est ça qu'on a de la misère à trouver des fois, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent c'est difficile à rejoindre les services justement pour en recevoir. Donc, je sais pas, est-ce que présentement les corps de travail, est-ce qu'ils sont bien répartis? Pourquoi que vraiment on a des difficultés présentement? Est-ce que c'est parce que d'après moi, ça doit être ces personnes-là sont engagées un peu partout. Là. Dites-moi comment ça fonctionne, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de quelques journées par-ci, quelques journées par-là pour vraiment aider les usagers. Pourquoi que c'est comme ça? Est-ce que c'est les autorités vous exigent de travailler de cette façon? Ben non, en fait, les gens, ils ont ça dépend des postes, des personnes. Il y en a qui ont des postes à temps partiel, il y en a donc qui ont des postes volants qu'on appelle, qui se promènent à différents endroits, qui peut créer ça, effectivement. Dans notre catégorie, il y en a un petit peu moins de postes volants, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on perd de la stabilité. Puis, je pense que aussi, il faut voir avec les réformes des dernières années, avec la méga fusion des CIS et des CIUS, ça a fait un déplacement de personnel important dans toute la structure. Il y a les coupures aussi dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des services qui étaient donnés auparavant par le public. Puis, tranquillement, par petit bout, c'est enlevé des services publics, c'est référé au privé. Ça s'installe de façon insidieuse, puis on le sait, c'est pas tout le monde qui est capable de payer les services au privé. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait en sorte qu'on est moins capable de donner ce qui devrait être donné comme service. Il y a aussi l'imposition de toutes les cibles de performance avec la gestion par statistique.
Ça fait en sorte que les gens peuvent pas être aussi disponibles à être sur le terrain, à être avec les usagers quand ils ont besoin de passer la moitié de leur temps à faire des notes, à remplir des statistiques. Puis aussi, par rapport à la gestion par statistique, il y a des choses qui sont pas comptées dans nos statistiques. Donc, par exemple, le soutien aux proches aidants, si ça compte pas, puis on sait que le gestionnaire, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'atteindre les cibles. Puis pour atteindre les cibles, il faut atteindre un nombre de statistiques. Ben lui, il va dire, ben fais-moi des statistiques, puis si rencontrer le proche aidant, ça compte pas, ben l'intervenant, il en fait moins, mais ça l'aiderait aussi à prévenir plein de choses si le proche aidant, il était pas épuisé, puis qu'on pouvait le supporter, puis fait que c'est des exemples comme ça qui font en sorte que c'est sûr que les services sont plus difficiles, puis ils se sont dégradés avec les années. Ah, absolument. Comme j'ai pu voir, parce que par expérience, moi, ça fait 6 ans, je suis en CHSLD et puis j'ai vu beaucoup d'expériences, justement, des personnes en perte d'autonomie qui perdaient leur autonomie. Je sais qu'on dit, bon, ben, les personnes en âge avancé, comme que je dis, moi, et puis ces personnes-là, justement, en perte d'autonomie, je considère que ils perdent encore plus l'autonomie en ce moment en ayant justement des coupures dans ces services-là. Et j'ai été témoin de ça. J'ai vu beaucoup de personnes là, qui ont perdu leur autonomie et puis là, qui devaient faire, par exemple, leur marche quotidienne pour les faire stimuler ou quoi que ce soit avec des problèmes neurocognitifs. Fait que donc, automatiquement, ces gens-là perdaient beaucoup de leur autonomie. Est-ce que... comment pensez-vous l'avenir? Là, comment ça va se dessiner, ça? Là? Ben, je peux pas prévoir l'avenir, malheureusement. Je peux vous dire ce que nous, on souhaiterait. C'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait une décentralisation des services parce que, tu sais, justement, il y avait des centres de jour, des centres de répit, de stimulation qui permettaient justement de garder ses acquis et même de peut-être s'améliorer au niveau de la mobilité. Mais là, quand le centre est rendu à la ville principale de la région, ça ne veut pas dire que cette personne-là est capable de se rendre, qu'elle a les moyens, qu'elle a quelqu'un pour l'accompagner. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qu'on laisse derrière. Après ça, c'est sûr que il y a un coût à ça. Fait que c'est sûr que la décentralisation des services est une voie, selon nous, pour vraiment répondre aux besoins de la population. Absolument, absolument. C'est très important. Et comment vous aimeriez là, que les améliorations se fassent en ce moment criant? Là? C'est quoi les besoins là, vraiment là, qu'on a pour les professionnels là, comme vous? Là? C'est quoi les besoins criants en ce moment? Parce que sûrement vous avez des revendications. Là. Oui, c'est sûr. Bien, c'est sûr que pour nous, ce qui est criant et très important, c'est de décharger les personnes. Quand on est en surcharge, on n'a plus la capacité mentale d'être présent pour les gens. On est fatigué, on est épuisé. Des fois, la motivation au travail peut être réduite. Puis, on a des gens qui ont envie d'aller travailler parce que c'est un travail qui demande une bonne participation. On ne travaille pas avec des papiers, là, on travaille avec des humains. Exactement, oui. Il faut aussi respecter l'autonomie et le jugement professionnel de nos membres. Parce que, justement, quand c'est les travailleurs sociaux, les ergos, les physios, ils peuvent avoir plein d'idées créatives, justement, pour aider à améliorer la vie d'une personne. Mais là, si on lui dit tout le temps, non, il faut que tu suives les procédures, non, justement, il faut que tu remplisses des statistiques, bien, on ne respecte pas son jugement de dire, bien, c'est ça qui va vraiment aider la personne, c'est pas de remplir ce papier-là. Donc, il faut leur laisser l'autonomie et leur jugement professionnel de déterminer ce qui est le meilleur. Ils ont étudié pour ça, donc il faut les écouter. Donc, ça, c'est des trucs criants. C'est sûr qu'il faut réinjecter aussi des ressources dans le réseau. Là. Il y a des endroits qui ont des pénuries assez importantes, là, notamment. Exactement, oui. Et puis ça, c'est oui, améliorer. Ça, je sais, c'est des coûts, d'après moi, ça va être plus économique, comme je dis toujours, l'économie au-delà d'un système humanisé, hein, c'est ça là, qui arrive en ce moment. Donc, il faut absolument remettre vous savez que la santé, c'est beaucoup de coûts, hein, et puis, justement, on a besoin de vous autres, parce que vous autres, en même temps, pour nous autres, des personnes aussi en condition de handicap, on a vraiment besoin de vous autres, en plus. Fait que donc, c'est important. Donc, comme que je peux voir, il y a de l'amélioration à faire là, dans votre
dans votre secteur là, pour pouvoir. Mais là, en ce moment, durant cette période-là, est-ce que les problèmes se sont accentués avec justement, parce que je sais que j'ai entendu parler du monde que ça a été difficile. Est-ce que en ce moment, dans ce secteur-là, est-ce que vous croyez que vraiment, là, on a des difficultés pour arriver là, à aider nos usagers? Ce qui est ressorti de la crise, je trouve, c'est que tout le côté médical, encore une fois, qui a pris la grosse partie, tu sais, on a mis toutes les ressources au début. Les hôpitaux, on va s'assurer, là, ça va être béton, on va être prêt à recevoir la vague. Puis finalement, c'est pas là que ça s'est passé, c'est dans les CHSLD, tu sais. Puis un peu du côté des services sociaux, ça a été la même chose. On a dit aux intervenants sociaux, délester, tu sais, arrêtez de faire telle tâche, parce que là, on va être prêt. Mais les services sociaux, quelqu'un qui suit, comme je vous disais au départ, ben il y a des besoins, puis on peut pas juste lui dire, ben rappelle-nous dans 3 mois, il y a des besoins, puis ils sont là, puis immédiat. C'est ça. Donc, c'est ça que je trouve la crise a quand même fait ressortir, c'est le fait qu'on laisse souvent de côté plus le côté social, puis qu'on met beaucoup l'accent sur les hôpitaux, puis c'est correct qu'il faut des hôpitaux qui sont bien préparés, mais il faut pas négliger les services sociaux puis les services aux humains non plus. Absolument. Puis juste pour, comme dernière question, le soutien à domicile, hein, ça c'est quelque chose de très, très important, je pense, pour l'avenir, hein, je crois. Et puis justement, là-dedans, c'est difficile. Hein, j'ai des plaintes de usagers, justement, là, qui disent que, mon Dieu, j'ai pas de service nutritionniste. J'en ai une, justement, qu'elle veut rencontrer, puis ça fonctionne jamais pour la rencontrer. Faut la rencontrer durant leurs heures à eux, ainsi de suite. Donc, le soutien à domicile, ça doit être un très gros problème là, pour vous autres. Là. Le soutien à domicile, ben, c'est pas un problème pour nous, mais c'est sûr qu'on a des demandes par rapport à ça. Je pense que ce qu'on a vu aussi dans la crise, c'est qu'il faut investir dans le soutien à domicile, les services. Oui. Si on ne veut pas avoir à se rendre au CHSLD, qui est le bout de la ligne, puis plusieurs personnes préfèrent rester chez eux qu'aller en CHSLD. Ça, je pense que c'est assez... Donc, d'investir dans le soutien à domicile pour pouvoir aider les gens à rester chez eux, avoir les capacités de rester chez eux et d'avoir les ressources qui vont les aider à rester. Parce que oui, peut-être quelqu'un est plus capable de se faire à manger, mais il existe des ressources. Si on est capable de les mettre en place, ben ça permet de les garder plus longtemps chez elle. Elle va être plus heureuse, plus motivée, elle va être plus stimulée. Au niveau physique aussi, ça va être ces personnes-là vont rester en forme bien plus longtemps en restant à domicile qu'en étant hébergées. Donc, c'est toutes des choses, effectivement, là, que le soutien à domicile, ça doit être investi pour permettre aux gens de rester à domicile le plus longtemps possible. Croyez-vous que, justement, le soutien à domicile, c'est une logistique qui est plus compliquée à gérer qu'un établissement? D'après moi, ça doit être ça la raison. Pourquoi que le gouvernement n'en parle pas assez? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses aussi dans le soutien à domicile. Là. Il y a plusieurs programmes. Mais je pense que j'imagine chaque service dira qu'ils ont ses enjeux. Mais le soutien à domicile, il y a de l'argent qui est mis quand même là-dedans. Oui. Je pense qu'il y a une vision globale. Il faut une vision de prévention. Puis c'est ça qui manque. Moi, j'ai exercé comme travailleuse sociale à soutien à domicile. Puis, à un moment donné, si on se fait dire la prévention, on fait plus ça, on n'a plus le temps. Mais c'est ça le sens de notre travail, de pouvoir prévenir, de voir les problèmes de venir, pouvoir supporter les usagers, être là pour eux. Fait que là, quand on nous dit, ben tout ce que tu peux faire, c'est éteindre des feux puis gérer les urgences. Quand tu as un appel, gère-le. Mais c'est pas ça que nos membres veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est être présent, être à l'écoute, pouvoir prévenir les problèmes, donner un sens à leur travail de cette façon-là. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on revendique. Ah ben en tout cas, je suis bien content d'avoir discuté avec vous pour justement nous éclairer un peu comment fonctionnent là, vos professionnels. Et puis, en tout cas, ben, je vous remercie infiniment pour votre entrevue. Et puis, donc, à la prochaine et merci beaucoup. Oui, puis n'hésitez pas, là, comme vous disiez, si vous avez des questions de vos membres. Puis je vais vous remercier
pour votre initiative là, d'avoir créé ce groupe-là. Je trouve que c'est formidable, donc bravo. Ben merci. Merci infiniment. Ben, on va continuer justement à faire entendre un peu de revendications et aussi pour améliorer notre système. Hein? Oui, on peut travailler ensemble là-dessus, il n'y a pas de problème. Hey, ben, merci encore. C'est beau. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir. Voilà, c'était notre entrevue de cet après-midi. Et puis, je vois, il y a beaucoup de mains qui sont levées. Et si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, elle m'a dit qu'elle serait prête là, à répondre à vos questions. Ça vous va? Donc, Jean, vas-y, c'est à toi. On t'écoute. Après, c'est à Nicole. Bien, bravo pour l'entrevue. Merci. Très bon. Ça me fait. Je suis senti un peu impliqué. Sans vouloir. Merci beaucoup à toi, Daniel, de me faire un fier. Moi j'avais une question pour Madame, Madame Le Tarte-Lavoie. Marie-Michel. Madame Marie-Josée. La nouvelle en dessous de toi, là. Attends, je ne sais pas lequel que tu parles. Il n'y a pas de Marjolaine. Marjolaine. Bon, OK. Excuse-moi. Pas de problème. Toi, tu travailles au niveau des travailleurs sociaux. OK. Moi, j'en avais un ancien, vieux 3 ans. Elle m'a beaucoup aidé à encouragé à continuer dans la vie. Moi, je suis un défenseur dans la vie. Moi, rien ne m'arrête. Moi, si tu fais un projet, m'embarquer dans un projet, si j'aimerais travailler, je continue à essayer, mais je ne peux pas à cause que je n'ai pas les capacités assez à l'aide, mais je trouve que les travailleurs sociaux, certains, agissent aussi en psychologie. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour dire des choses qu'on vit. Et moi, ça me manque beaucoup. Oui. Et je me sens comme brimé dans mes droits, dans mes choses. Oui. Je suis un peu comme, pas un peu, je suis démoli depuis au moins une dizaine d'années. Moi, je mangeais seul à estar plus capable. Le monde me traite d'animaux,
quand je mange, mais quand les personnels me font manger, c'est vite. Je sais vraiment pas où on me sent. La société, hein? Moi, comme j'ai toujours dit, la société aujourd'hui, là, on s'en va vers, comme l'a dit Thierry, on ne peut plus rien faire pour nous autres. On nous laisse, excuse-moi le mot, poireauter dans nos coins, puis toi, c'est tout compliqué à t'entendre. On m'a même traité de déficient mental. Exact. Quand t'avais la Vidéotron, Cogeco, le courage de dire, elle rappelle pas, ça donne rien. Mettons gagnant. C'est mon commentaire. Absolument, Jean. Donc, oui, on est solidaire à toi là, pour justement que le monde puisse prendre leur temps à bien t'écouter. Hein, c'est ça qui est important. Et puis, bien t'écouter. Hein, je le souligne, là. Je le souligne en gras. Là. Il y a Nicole qui a une question à poser. Vas-y, Nicole. Nicole, est-ce que tu es là? Peut-être rendu pas loin. Oui, je suis. Voilà. Oui, bienvenue, Nicole. Merci. Daniel, j'ai jamais entendre une bonne interview comme tu as fait cet après-midi. Merci. Écoute, ça m'ouvre les yeux sur la manière comme je me sentais depuis 2 semaines. Je me sentais comme pas d'énergie, plus d'énergie. On aurait dit là que toute mon énergie était comme grugée, là. OK. C'est pas le fait que j'allais à Montréal puis tout ça, c'est non, ça c'est pas ça qui grugeait mon énergie. C'est plutôt l'Alzheimer de mon mari. Il est rendu dans un point où tout ce qu'il parle, c'est du passé. Fait que ça va gruger, c'est ça qui grugeait mon énergie. Parce que je me disais, il est en train je suis en train de le perdre, là, tu sais, là. Fait que j'ai parlé un peu avec José Langlois. Et puis, oui. Elle aussi, c'est à peu près ça qu'elle me disait, là, tu sais, là. Mais cette dame-là, elle vient justement de me dire que je ne suis pas en train de faire une dépression, que c'est normal. Tu sais, à un moment donné, ça va, c'est comme Tania dit, ça va tellement, mais tellement chercher d'énergie qu'il vient un temps, tu n'as plus, là, tu sais, là. Ça fait qu'il faut, là, je suis correcte, là. Il faut, je suis remontée la côte, puis j'espère l'avoir montée pour un bon bout de temps, là, parce que c'est sûr que je ne veux pas le placer, ça c'est sûr et certain. Exact. Je veux le garder à la maison autant que je peux, mais il n'y a pas un Clyde comme pour lui, c'est l'aide pour
la proche aidante aussi, moi. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et puis, l'aide pour lui aussi, point de vue CLSC, écoute, j'ai encore qu'un bain par semaine. Et puis, j'ai pas vu, personne n'est venu voir, faire une évaluation. Il n'y a pas personne encore qui est venu. Fait que je me sens comme seule là-dedans, là, tu sais, là. Oui, c'est ça, on se sent seul, hein, vraiment. Ouais, justement, en n'ayant pas ces professionnels-là alentour. Oui. Donc, c'est dur. Ça s'en vient. Oui, non, c'est vrai. Il faut être patient. Comme que je peux voir, c'est que là, c'est au compte-gouttes présentement. Là, et justement, les services à la population, hein, surtout. Pas à domicile, hein, je ne sais pas, le soutien à domicile, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais c'est très, très difficile. Daniel, il faut travailler sur ce sujet-là cet automne. Moi, je me donne une priorité à travailler là-dessus. C'est quasiment de suite. Oui aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que tout le monde est parti en vacances, Daniel. Tout le monde est parti au chalet. Fait qu'il n'y a plus personne, là, tu sais, là, pour... faut t'attendre au mois à la fin d'août, là. Ouais. Excuse-moi, Nicole. Marjolaine, ça fait un petit bout qu'elle voudrait prendre la parole. Elle avait une question. Oui. Madame Goudreau? Bonjour, Madame Goudreau. Excusez-moi. Excuse-moi, Nicole. Pas de problème. Non, mais c'est parce que ce que M. Dubois et Mme Trottier racontent, ça vient me chercher en me disant oui, on n'est pas capable de rendre les services comme il se doit, comme Caroline, non, comme, voyons, Mme Letard vous l'a dit. Vous vous plaignez pas à vos établissements? Vous n'appelez pas M. Dubois ou Mme Trottier pour dire « J'ai extrêmement besoin d'aide, ma situation se dégrade, je me sens pas bien parce que mon conjoint va pas bien, j'ai pas d'aide au niveau pour les aidants naturels. » C'est sûr que quand on se plaint, des fois le dossier, mettons sur un bureau, il vient par-dessus. C'est très, très rare. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait une plainte, c'est 45 jours. OK? Puis des fois, la plainte n'est pas appelée. Donc, ça peut être plus long des fois. Ça peut être plus long. Mais on a 45 jours. Oui, on peut. Moi, je ne pense pas qu'il faut passer par le processus des plaintes. C'est beaucoup trop long. Madame Trottier a déjà un intervenant. Monsieur Dubois a au moins peut-être un intervenant ou un dossier ouvert. C'est l'intervenant pivot qu'il faut appeler. Oui, c'est ça. Sinon, c'est bien trop long. Vous avez raison. C'est ma travailleuse sociale qu'il faut que j'aille voir. Ça nous aide quand vous nous dites que vous êtes en urgence. Parce que nous, dans le réseau, on va aller voir notre gestionnaire, on va aller dire, écoute, moi j'ai un dossier, là, ça ne marche pas, ça me prend des services. Vous nous aidez à aller négocier si vous parlez à votre travailleuse sociale ou un autre intervenant, Ergo Physio. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. D'accord. Il y a Jean qui a une question. Vas-y, Jean. Là, c'est le temps. Vas-y. Excuse-moi d'avoir levé ma main en même temps. Non, pas de problème. Je m'excuse, madame, où je suis rendu. La travailleuse sociale, alors 300. Ah oui, c'est ça. OK. J'ai essayé de le voir à me donner un rendez-vous. Elle m'a dit qu'il faudrait se parler. Elle comprend un peu mes besoins, mais moi,
J'ai des doutes. J'ai demandé au patron de parler avec. OK. Il n'y a rien fait. J'ai fait des plaintes. OK, je comprends. Et ça n'a rien fait. Quand j'ai eu des problèmes, c'est ma soeur, elle a appelé. Et après 3 jours, non-stop, que je l'appelais, pratiquement à toutes les heures, pour me faire comprendre. Ah, oui. À partir de là, elle m'a dit, ma soeur, que elle me prenait en tutelle Tutelle, OK. si on veut. Elle dit, la tutelle, c'est toi qui vas m'aider pour ça. Et moi agi pour toi. Parce qu'à partir de là, ma soeur, elle a fait une démarche pour avoir un travail social de gaspillage OK, en Gaspésie pour qu'elle a fait notre test pour que mon dossier s'en aille là-bas. avance. OK, donc ça a pris quand même un certain nombre de temps, là, si je comprends bien. Là. Ça a été quand même complexe, là, pareil. Là. Ah, OK, ouais, c'est ça. Et en plus, depuis le temps-là qu'on a fait ça, Ça va mieux. pour pas que j'ai même pas pu l'avoir prié de parler de mes doigts Aïe, 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 aïe. important. Oui, donc, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça a mis une complexité dans ton cas. Et puis, c'est sûr. Mais au bout de la ligne, ça s'est réglé au moins pas comme tu voulais. Là. Mais c'est nous autres qui l'avons fait, parce que si on avait attendu après la pièce, on aurait attendu encore. Bon, ben, merci, Jean, pour ton intervention. Il y a Sandra qui a une question. Sandra, on t'écoute? C'était pas une question, c'était juste une affirmation. Bon, il y a 3 lettres dans l'alphabet que j'aime bien quand on a des problèmes au niveau du système de la santé. C'est le CPM. Ça dit quelque chose? Ben, oui, absolument. Ben, Ces 3 lettres-là sont très, 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 très efficaces, je peux te le dire. C'est juste ça que j'avais à dire. Ben, merci. On n'a pas le choix. S'il ne faut pas protéger la population, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que les commissaires assez longs, Madame Gaudreau a la raison. C'est sûr qu'il faut aller voir directement la chef de service ou le PDG ou je ne sais pas quoi pour justement faire avancer le dossier. Mais des fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, des fois, les dossiers Parce que plus souvent qu'autrement, pour eux autres, c'est pas de même que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ben, nous, on a demandé. Comme, attends, on n'est pas rendu à ton tour. Oui, mais c'est parce que, qu'est-ce qu'il dit que moi, je suis en train de me laisser à la maison ou autre chose, là? Qu'est-ce qu'il dit que j'ai fait ma demande pour avoir. C'est beau, là. Je ne reproche rien à tout ça, Mme Goudreau, là. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'il y a des fois, là, c'est très, 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 très long, puis on aurait comme besoin du service comme pour hier matin, là.
Absolument, c'était pour hier, oui. Justement, juste pour vous dire, Mme Golo, si vous voulez lever votre main, cliquez sur participant en bas de l'écran, vous allez avoir un tableau à côté. Juste à cliquer sur participant en bas, et puis une fenêtre va s'ouvrir, puis vous avez main levée, vous pouvez lever votre main sans problème. C'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant, écoutez, on va passer au prochain point. Le prochain point. Tania, je ne sais pas, elle n'est plus revenue, hein, je pense, Tania. Elle n'est pas revenue, hein? OK. Caroline, ce sera à ton tour après ça. Marie-Michel. Oui, allô? Allô, Oui. Daniel? Ouais, je ne sais pas trop comment parler de ça, mais j'observe quelque chose. J'observe quelque chose dans les médias, j'observe quelque chose à mon travail, j'observe quelque chose un peu sur le panel aussi. Oui. Je remarque, pas ce soir en passant du tout, là. Puis je veux pas que tout le monde se sente visé. C'est vraiment, c'est juste à l'occasion, puis c'est loin de la majorité des personnes sur le panel. Jamais j'ai observé ça chez eux. Mais je remarque beaucoup de négatifs. J'ai l'impression qu'on est tous, on a tous des revendications. Dans la société, nous, en tant que personnes handicapées, on a des revendications. Chaque groupe, on est comme chacun dans notre groupe avec des revendications. Comme on appelle à mon travail, les personnes racisées aussi. Donc, il y a les personnes handicapées, les PAB, les syndicats, on a toutes des revendications, on demande toutes quelque chose. Puis j'aimerais juste qu'on fasse attention, puis que quand on reçoit quelque chose, on en parle aussi, puis qu'on soit reconnaissant, pas reconnaissant dans le sens de dire « Ah oui, merci », mais de reconnaître que oui, on a eu ce qu'on avait demandé finalement. Parce que j'observe que des fois, même quand on reçoit quelque chose, là, tout d'un coup, c'est plus assez. Ou le ton de la personne, ou la date quand c'est effectif, ou tu sais, on a reçu ce qu'on avait demandé, on a été aidé. C'est comme, arrêtons-nous juste pendant une minute pour dire oui, c'est cool, j'ai eu ce que je voulais, tu sais. De voir le positif, en fait. De reconnaître quand il y a du positif. Okay, de reconnaître quand il y a du positif, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de focus sur le négatif. Puis, je veux juste vous dire, sentez pas visé, là, c'est quelque chose que j'observe surtout à l'extérieur. À l'extérieur, puis j'ai pas du tout observé ça ce soir. Même, je te dirais, quand on parle d'une deuxième vague, s'il va en avoir une, puis probablement, puis ça se peut qu'il y en ait une, il y a quand même des choses qui ont changé un petit peu. Là. Quand même, on est allé embaucher des préposés aux bénéficiaires. J'aime pas le terme, là. Je préfère le terme qu'on a nous autres, mais je veux dire, on est allé, pas en embaucher, mais on est allé chercher des gens, puis on est en train de les former. C'est quand même, on a fait ça. Aussi, durant la première vague, au début, il n'y avait pas assez d'équipements de protection. Il n'y en avait vraiment pas assez. On y allait au jour le jour, à la semaine en tout cas. On se faisait dire par le premier ministre, on a assez de gants pour 4 jours ou 5 jours ou 7 jours. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. Là, je ne veux pas rentrer dans les chiffres précis. Puis là, il semble que ce problème-là soit un peu plus sous contrôle. Puis le manque de protection, ça a pris beaucoup de temps avant que dans les CHSLD, on mette un masque. Hein, bon. Il y a ça qui irait peut-être mieux lors d'une deuxième vague. Fait qu'il y a des choses, ça ne serait pas nécessairement la même affaire. Là. On a quand même... Il faut reconnaître là où puis, on dit beaucoup qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent dans les CHSLD, tout ça. Puis là, il y a des gens qui arrivent en formation, puis là, on se plaint encore. On se plaint qu'il y en a trop, que les préposés sur place sont déjà très occupés, fait qu'ils n'ont pas le temps d'aider à former ces nouvelles recrues-là, tout ça, tu sais. Fait que c'est... Puis à un moment donné, je me dis, je me mets de... C'est un peu comme l'avocat du diable. Je fais ça, je suis bien fatigante en passant. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai l'impression qu'il y a toujours deux voix dans ma tête. C'est quasiment comme si j'étais schizophrène. Fait que je fais même l'avocat du diable avec moi-même. À chaque fois que je pense à quelque chose, il y a une autre voix qui arrive puis qui dit quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que
Oui, en fait, je sais pas trop qu'est-ce que je voulais dire avant ça, là, mais c'est ça, c'est que d'essayer de reconnaître quand quelqu'un essaie d'aider puis aide, de pas de le reconnaître aussi, tu sais, c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait. Puis on est un nombre fini de personnes au Québec, tu sais, il n'y a pas... On demande des services, on demande des services, on demande de l'argent, puis c'est comme l'État-providence, tu sais, c'est comme tout le monde a des revendications, on veut toujours plus. Mais il n'y a pas un nombre infini d'argent, puis un nombre fini de personnes. Il n'y a pas un nombre infini de personnes aussi, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Merci. Ben, je veux dire, une très bonne intervention. Justement, la reconnaissance. Oui, ça, c'est très, 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 très important. Moi, je veux dire, je reconnais toujours. Ça fait partie de moi, OK? Et c'est sûr, j'ai des doutes raisonnables des fois, hein, bien sûr. Ça, c'est normal, on se pose des questions. Mais en fin de compte, oui, moi, toute ma vie, j'ai continué justement, à reconnaître les gens. Quand il y a un assistant qui rentre ici, dans ma chambre, OK, premièrement, quand il rentre, des fois, il ne se nomme pas. Je dis, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Et puis ainsi de suite. Puis à la fin, quand ils finissent de faire mes soins, ben je dis, hey, merci beaucoup. Hein, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup pour m'avoir aidé. Je fais toujours ça, tout le temps. Tout le temps. C'est sûr et certain que moi, je dis toujours bonjour à tout le monde. Puis, tu sais, c'est important d'être positif malgré notre confinement naturel de maladies qui nous quasiment, je suis barré dans mon corps, tu sais, mais pas dans mon esprit. Mon esprit n'est pas barré. Fait que, donc, c'est ça qui est important, ouvrir notre esprit. Ouvrons nos horizons, ouvrons nos esprits. Justement, il faut démontrer au monde qu'on est aussi capable que la société en général, avec nos droits et libertés, que des fois, c'est très difficile dans nos droits et libertés. Hein? Et puis, le préjugé de la société. Donc, ça, c'est là-dessus. Il y a Sandra qui veut poser une question ou réagir. Sandra. Plutôt réagir en lien avec ce que j'ai dit tantôt. Je suis comme toi, Daniel. Quand je reçois des services, tantôt, OK, j'ai paru un peu peut-être un peu brusque. À chaque fois que je reçois des services, que je sois à l'hôpital, qu'on vienne chez nous pour un service X, que ce soit juste ma femme de ménage. Quand ils repartent, c'est merci beaucoup, puis c'est merci beaucoup, puis c'est apprécié. C'est juste la lenteur de la chose que j'aime pas des fois. C'est assez terrible, là. Comme si je peux compter un truc qui m'est arrivé à l'IRDPQ. J'avais demandé, je vais faire ça vite, Daniel, j'avais demandé des traitements de physio pour une douleur à la hanche que j'avais puis qui était extrêmement difficile pour moi. Puis à un moment donné, on a eu, je fais partie du comité des usagers, moi, à l'IRDPQ à Québec. D'accord. Puis on a ça faisait plusieurs mois que j'attendais, puis j'avais pas de réponse, puis j'avais pas il n'y avait rien qui se passait. Il a fallu, pour que ça bouge, que je pète ma coche en pleine réunion à la gestionnaire du service, devant, à la gestionnaire du service, puis devant mon grand patron, grand Manitou, je peux dire, entre guillemets, là. Oui. Il a fallu que je pète une coche en pleine réunion devant ces deux personnes-là pour que ça bouge. Ah oui. Curieusement, le lendemain matin, j'étais appelée pour avoir mon évaluation et le début de mes traitements. J'ai fait, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai cliqué que c'est mon grand Manitou qui a bougé. Qui a fait, là, vous me mettez Mme Langlois en tête de liste parce que ça ne marche plus, là. Elle pleure tellement qu'elle a mal, là. En fin de compte, ça s'est-tu réglé? Ça s'est réglé, mais c'est parce que, tu sais, quand on est rendu qu'il faut choquer, puis tu veux pas te choquer.
Tu sais, tu veux pas, tu comprends qu'ils sont surchargés et tout ça, mais à un moment donné, c'est comme criminel. Appelez les patients et demandez-leur douleur est à combien. Vous allez avoir des. Ça va être plus facile pour vous autres de mettre vos priorités à quelque part. Tu sais, je sais pas si tout le monde me comprend, là, mais absolument. C'est que c'est comme tu à un moment apprécies. donné. En plus, il y a des gens qui n'ont pas de voix, hein? Ouais, mais nous, on peut choquer, tu sais. Moi puis toi, on peut choquer, puis on peut dire... on peut dire, ça suffit, je suis capable, ça me brime dans mes... Ça me brime dans mon handicap, ça me brime dans mes gestes, ça me brime, ça me fatigue énormément. Parce que c'est quand même une douleur à la cardiaque que j'avais, là. Oui, absolument. Mais à chaque fois que je retourne au CHLD, puis je me rends compte, c'est une chance, Sandra, toi puis moi, qu'on est capable de faire ça. Parce que effectivement. Je vois plein de monde qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est pas pour rien que je suis rentrée dans le comité des usagers. Moi, j'ai déjà réussi à aider une madame qui souffrait de fibromyalgie, qui faisait une plainte parce qu'elle trouvait que c'est pour avoir ses traitements de physiothérapie qu'elle savait qu'il l'aiderait. Ouais. Que c'était trop long pour elle, 1 an d'attente. J'ai fait 1 an d'attente pour une personne qui reste au 3e étage, qui n'est plus capable de bouger de chez eux, qui n'est plus capable de descendre les marches, qui était à l'époque exactement comme nous, présentement en COVID. Excuse, mais quand tu n'es plus capable de bouger de chez vous, là, parce que tu as trop mal partout, là, à un moment donné, là, tu as hâte de bouger. Là. Oh oui. Quand elle m'a conté ça, j'ai fait non, minute. Fait que j'ai fait, je l'ai aidé dans sa plainte, tu sais, j'ai fait, parce que là, la madame, elle voulait carrément faire une plainte, puis je la comprends. Fait que je l'ai aidé à faire sa plainte, puis tout ça, elle dit, tu veux-tu que je fasse une lettre, tata? J'ai dit, non, ça, madame, c'est ma job. Mais croyez-moi, vous attendrez pas 1 an. La madame, elle a eu comme réponse, madame, vous allez avoir vos traitements dans 6 mois. 6 mois, c'est toujours bien mieux qu'1 an. Elle était folle comme un balai. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, je sais. Moi, je t'en attends depuis 1 an et demi pour de l'aide par rapport à la fibromyalgie. Oh! Ça n'a aucun bon sens. Oui. Mais je comprends, puis c'est pas si pire, mon niveau de fibromyalgie, je te dirais, mais ouais. Non, mais quand même, c'est une maladie à prendre au sérieux, là, moi, je pense que... Moi, je trouve que des fois, nos chers docteurs, ou des fois, on dirait que, je sais pas, hein, ils ont de la misère avec la fibromyalgie. Je ne sais pas pourquoi, j'en entends parler souvent. Est-ce que c'est à cause qu'ils ne sont pas trop croyants ou je ne sais pas, là, vraiment, c'est une maladie quand même qui fait mal, là. Non, je pense que c'est pris au sérieux maintenant. Peut-être il y a 5 ans déjà, c'était... Oui. Parce que en plus, ça affecte surtout les femmes, là. Il y avait un problème de reconnaissance de ça. Mais non, honnêtement, moi, c'est pas incapacitant. Si je suis pas incapable, tu sais, je peux quand même fonctionner, je suis fonctionnelle. Oui, d'accord. Mais je me suis rendue à des rencontres aussi, puis il y a des personnes qui ont de la fibromyalgie qui ne sont pas fonctionnelles, comme la personne que tu connais, Sandra. Puis merci beaucoup de penser, d'aider les autres comme ça, d'aider les autres qui n'ont pas comme ton chien, entre guillemets. Je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais c'est d'avoir de la gueule ou du chien. Du courage. En fait, le contraire d'avoir la chienne, d'avoir du chien versus d'avoir la chienne. Oui. Ils n'ont pas mon caractère, c'est pas pareil. Oui. Oui, c'est ça. Ben écoute, oui, on a justement ces traits-là pour faire avancer les dossiers, hein. Puis c'est important. C'est bien gentil, mais quand je me choque, watch out. Absolument, ça doit, oui, sûrement que, absolument, il ne faut pas faire exprès, hein. Donc... on va faire attention, Sandra, avec toi. Absolument. Donc, oui, ben... Donc, on a Mme Damoré. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que vous, on ne peut pas voir. On peut pas voir. Vous ne pouvez pas voir ma main, je crois. Hein? Non, c'est ça. On ne faudrait pas. Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, je pense, moi aussi, c'est important d'apprécier quand on reçoit des services. Mais ça serait aussi important de savoir pour les gens qui rentrent dans les chambres des patients, quand ils voient
le courage des patients dans les chambres et avec la détermination qu'ils ont, de la soif de vivre, je pense que ça devrait les motiver à s'accrocher un sourire au visage et à être beaucoup plus passionnés de leur travail. Comme j'ai déjà dit à plusieurs d'entre eux, je connais très peu de métiers sur cette terre qui permet d'avoir une telle satisfaction à la fin de la journée qu'on a été en mesure d'aider un être humain. J'en connais très peu de métiers comme ça. Et ils ont la chance de côtoyer des gens pour qui ils peuvent faire une différence dans leur vie. J'ai dit, vous êtes choyés. Réalisez-le et surtout, portez votre mission dans les chambres puis oubliez vos petits problèmes parce que comparativement à ceux qui sont dans les chambres, leurs petits problèmes sont vraiment infimes. Absolument. Nos mains, et puis justement, un beau bonjour le matin quand ils rentrent. Ouais, je veux dire, moi, oui. Ce qui me choque le plus, ils rentrent, puis ils ne se nomment pas parce qu'ils sont habitués d'avoir des gens qui ont des problèmes neurocognitifs. Ils pensent qu'ils ne discutent pas. Non, ils vont discuter au poste. Non, puis ça va plus loin que ça. Je veux dire, vous rentrez dans une chambre et vous voyez, moi, si je parle pour la chambre de mon mari, j'ai toujours à cœur que sa chambre soit bien ordonnée, bien placée. Il est habitué avec moi comme ça à la maison, puis c'est important. Donc, que sa chambre soit toujours en ordre. Je mets aussi de la lavande pour que ça sente bon, puis je laisse pas les ordures ménagères quand il y a des choses qui sentent pas bon. C'est moi qui sors les vidanges. Alors, c'est un minimum de respect. Maintenant que j'y étais plus, les peu de fois, les peu de jours que j'ai été faire une visite statique que vous auriez dû voir, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vraiment un manque de respect total. Tout a été brisé. Quand je vous dis les tiroirs, des bureaux complètement défoncés, ils sont vraiment là, c'est comme s'ils avaient lâché. Vous savez, quand vous haïssez une personne et que là, vous avez l'opportunité de vous venger pour dire, tiens, puis ils ont tout brisé dans la chambre. Tout est brisé. Alors, je m'imagine mon mari qui a assisté à ça et impuissant, et imaginez comment est-ce qu'il s'est senti. Et ça, le fait pour eux de ne pas le réaliser, je trouve que c'est inconcevable. Absolument, absolument raison. Donc, oui, justement, des petites choses. Hein, alors, la moindre des choses, c'est quand vous rentrez, ils ont le privilège de se faire accueillir dans le domicile d'une personne, dans la maison. C'est un privilège qui leur est donné. Soyez une ambassade. Une ambassade, même. Oui, soyez respectueux. Alors, quand vous rentrez, là, vous voyez que les choses sont placées, sont bien ordonnées. Bien, la moindre des choses, je ne sais pas, par exemple, les couvertures par terre, les oreillers à gauche. Soyez respectueux, agissez avec respect. Et le respect entraîne le respect. Alors, quand ils agissent en sauvage, quand ils rentrent dans les chambres, et surtout de la façon qu'ils se sont comportés, là, pendant à regarder, là, c'est comme, je suis rentrée dans la chambre la première fois, je me suis sentie comme quelqu'un, vous savez, vous rentrez à la maison, vous avez été dévalisé, là, vous avez eu un voleur qui est rentré, là, la même chose. Oui, absolument, absolument. Moi aussi, c'est pareil le matin. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand Caroline, l'autre fois, elle disait le slow care, les soins en douceur, c'est ça que je cherchais. Oui. Des soins en douceur. Hein? C'est important d'être en douceur. Des fois, ils me rentrent le matin comme des locomotives. Je ne sais pas où ils sortent, là. Bang! Des bang, bang. Wow. Minute, là. Je veux dire, il y a des... quand j'étais jeune, des armoires, quand vous fermez les armoires trop fort, bang! Aïe. Ben oui. C'est ça, là. Et ils exigent le respect, mais malheureusement, la réciproque, très souvent, elle n'est pas là. Alors, puis il manque de jugement parce que agir de la sorte, je veux dire, c'est le fait de mettre, de pas prendre le temps d'ordonner une pièce quand on voit que c'est important pour le résident, que ça soit bien mis, que vous avez l'habitude de toujours entrer dans une pièce, que c'est toujours ordonné, puis de pas prendre le temps de le faire, ben ça fait partie du tout, là. C'est un manque de respect. Madame Demoré? Oui. Et en plus, ce que vous demandez puis ce que vous imaginez qui devrait être fait, j'imagine que vous avez déjà vu une personne qui le faisait correctement. Oui. En plus. Oui. Je veux dire, vous demandez pas l'impossible parce que vous l'avez vu. Parce non. Non, il y en a qui le font très correctement, mais ils se font rabrouer en voulant dire laisse faire ça.
J'espère. C'est vrai. Exactement. OK. Ils se font rabrouer, ils se font marginaliser, puis ils doivent se mettre à dos les collègues de travail parce qu'ils ils les trouvent. C'est ça. C'est vrai, Alors, imaginez. c'est vrai. Oui. Incroyable. Puis elle se sent pas à l'aise parce qu'à un moment donné, elle se fait comme mettre de côté puis regarder tout croche parce qu'elle en fait trop. Alors, il lui renote. Oui. Malheureusement, c'est ça qui est la réalité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces pommes pourries-là vont entraîner parce que... Les autres. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Alors, ça va donner absolument. exactement la même dynamique. Ah, absolument, absolument. Ben, merci beaucoup pour votre intervention, Mme Damoré. Marie-Michel, vas-y, on va voir là, qu'est-ce que tu as à dire là, pour la fin. Ben, moi, je ne parlerai pas trop longtemps. Je veux juste vous dire que après, je ne sais pas combien ça fait de mois, là, mais depuis le mois de février, je n'avais pas de service d'entretien ménager et je vais commencer à en avoir de lundi. Fait que c'est un plus. Ben, mon Dieu! Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente quand j'ai vu ça. Marie-Michel, c'est-tu quelqu'un que tu as déjà eu? Ou ça va être non, c'est une nouvelle employée qui ont engagé. OK. J'espère que ça va bien se passer. Moi aussi, j'espère. J'espère que vous allez cliquer, comme on dit. Oui, moi aussi, j'espère qu'on va cliquer. Mais en tout cas, là, elle va commencer lundi. J'ai ça hier. Là. Elle m'a appelé, la bonne nouvelle. L'économie sociale m'a appelé hier pour me dire que là, j'avais une personne, là, ils me l'ont attitré à moi. Là. Elle commencerait tous les lundis après-midi à partir de lundi. Ça fait février que je n'ai pas eu personne pour l'entretien ménager. Est-ce qu'elle va venir une fois par semaine ou plusieurs fois? Oui, 3 heures semaine. OK. Mais c'est bien. C'est à 3 heures, ça va faire une différence. Oui, beaucoup. Oui. Énormément. Parce que si elle est bonne, là. Oui, si elle est bonne, ça va faire une différence. Oui, parce que mon fils, là, il me disait, tu veux-tu faire du lavage l'après-midi, à soir? Puis là, je me suis endormie devant l'ordinateur tantôt. Fait que le lavage, je n'ai pas fait encore. Là. Fait que, en tout cas, on va en avoir demain matin du lavage, mais je suis un peu en retard dans les affaires. Fait que c'est ça. Fait que j'étais bien contente parce que là, ça me faire un poids de moins sur les épaules parce que là, j'arrivais pas du tout à faire les choses. Puis j'étais un peu, j'étais pas mal découragée, là. J'imagine, elle va faire ton lit va être propre, tout bien beau. Ouais, ben c'est ça. Puis la chambre de mon fils aussi, là, tu sais, c'est bien des affaires, là, tu sais, que j'ai, tu sais, aussi ça. Ah, ben mon Dieu, c'est une bonne nouvelle. Au début, il voulait me mettre le matin, mais mon fils, il dort le matin. Puis là, je ne pouvais pas concevoir que la chambre de mon fils ne serait pas faite du tout, là. Fait que là, j'ai demandé à ce que mon fils travaille l'après-midi. Il commence à travailler l'après-midi. Puis le matin, ben, il dort. Fait que là, j'ai demandé, non, j'aimerais vraiment qu'elle fasse l'après-midi. Fait que là, ils ont ouvert une plage horaire pour l'après-midi pour qu'elle puisse le faire l'après-midi. Super. Ouais. Wow, je vais faire un gros lundi parce que le matin, je vais avoir la personne qui fait l'épicerie. Puis l'après-midi, celle qui fait le ménage. Fait que ça va être un gros lundi pour moi, mais en tout cas. Mais bon, une bonne façon de partir la semaine, d'une façon. Ben, c'est ça. Avec la bouffe et une maison propre. C'est ça, c'est en plein ça. Ouais, fait que c'est ça. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a Sandra. Sandra, vas-y, on t'écoute. Tu veux faire ton Luc? Non, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ce que je voulais dire aussi là-dedans, tu sais, c'est comme Marie-Michel a dit, oui, je comprends qu'après plusieurs mois, tu avais hâte d'avoir ta préposée toi-même. Moi-même, il a fallu que je rappelle que j'ai dit, là, ça fait longtemps. Pouvez-vous m'envoyer quelqu'un, tu sais, c'est quand même juste 3 heures ou 2 semaines que j'ai. Puis je sais que c'est pas facile, je sais que vous êtes à effectif réduit, là, mais je vais prendre le premier du bord, là, c'est faux, là. Tu sais, ma préposée habituelle était plus là, elle avait comme été mis en stand-by par obligation. Mais fait que je me ramassais plus personne. Je disais, non, ça n'a pas de bon sens. Là. Je dis, au pire, changez-moi de journée, envoyez-moi là n'importe quelle journée, je m'en fous. Et envoyez-moi là. Envoyez-moi quelqu'un. Enfin, j'ai dit là, j'ai quasiment honte de voir mon plancher. J'enverrais même pas le chien du voisin manger sur mon plancher. C'est carrément ça que j'ai dit, là. Oui, c'est ça. Donc, non, oui, c'est ça.
Des fois, on n'a pas le choix, hein? On n'a pas le choix de prendre les personnes qui nous envoient, mais oh là là. Non, mais tu sais, rendu là, tu sais, je veux dire, j'étais prête à prendre n'importe qui, là, un homme, une femme, n'importe quoi, un Chinois, un Vietnamien, n'importe quoi, là. Tu sais, de toute façon, c'est pas raciste, fait que peu importe qui va venir chez nous, là. Mais c'est ça. Fait que, non, je comprends, Marie-Michel, d'être très, très, très contente. Puis je suis très contente pour toi, Marie, aussi, que tu aies tes services enfin. Je comprends que quand on a nos douleurs, pour avoir des douleurs moi-même aux épaules, puis dans le dos, puis à l'ouette, là, À l'ouette. de passer le balai, pas capable de passer le balai, là. Encore moins la balayeuse. Fait que, on s'entend-tu que. Non, dans ce temps-là, que la préposée, elle arrive. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, ben mon Dieu. On va se fermer la trappe. Ben non, c'est correct. C'est très bien. C'est très bien. Bon, mais tu m'as encore parlé? Madame Damoré, Oui. Damoré, vous êtes encore là? Je pense à vous tous les jours. Puis, incroyable. Je suis... En tout cas, mais je dis pas ça parce que je veux pas prendre votre souffrance sur moi non plus, mais ça m'affecte beaucoup tout ce qui vous arrive. J'éprouve énormément de compassion pour vous. Puis si jamais je peux faire autre chose pour vous, quoi que ce soit, dites-le moi. Vous avez mon courriel. Oui. Juste le fait de pouvoir vous parler puis de vous sentir compréhensif, ça m'aide énormément parce que les journées sont pas faciles. Non. Je pense à lui qui est dans sa chambre puis tout seul puis et puis encore, il s'est fait blesser au pied. Là. J'ai eu encore d'autres versions aujourd'hui. Là. Ils ont, comme j'avais pensé, ils ont arraché la moitié de l'ongle en se tournant parce que c'est des chars d'assaut qui rentrent dans les chambres. Puis là, on m'a confirmé. Puis ils m'ont confirmé qu'il y a, même si j'ai envoyé une lettre en bonne et due forme à l'infirmière-chef que je veux pas personne dans la chambre pour qu'ils soient entraînés parce que les chambres sont vraiment très petites. S'ils rentrent à 3, la distanciation n'est pas respectée. Alors, j'ai envoyé une lettre formelle pour demander à ce que mon mari ne soit pas utilisé dans la formation de personnel et je ne veux pas que personne rentre qui n'ait pas de personnel dédié. Bien, encore, à partir, ils ont reçu une cohorte de nouveaux là, qui ont envahi l'étage, le deuxième étage. Puis, malgré tout ce qu'on demande, tout ce qu'on fait, il y avait des gens qui étaient dans la chambre qui sont en train de faire de l'entraînement avec mon mari comme poupée gonflable dans le lit. Alors là, il s'est fait blesser. Ils ont arraché la moitié de l'ongle au niveau du pied, comme je vous ai dit, parce que c'est déjà ceux qu'on a, les préposés, on n'a pas de préposés à temps plein régulier. Alors, on fait constamment du roulement de personnel. Et là, ces aveugles vont entraîner d'autres aveugles et au risque et péril des gens qui sont dans les lits. Alors, puis encore une fois, là, ils se foutent carrément des instructions et de ce qu'on demande. C'est eux, il n'y a rien qui les arrête. Ils sont dans l'illégalité totale et le gouvernement donne des règles pour le déconfinement. Ils s'en foutent comme dans l'an 40. Ils ne respectent rien. Ils n'ont pas de conséquences. Ouais. Absolument raison. Vous avez absolument raison là-dessus. Et puis, de toute façon, moi, quand j'ai fait pas mes plaintes, mais pour notre action collective, justement, et puis, justement, les gestes précipités, c'est la maltraitance. Les gestes précipités, c'est la maltraitance. Donc, des soins en douceur. Comme, ils connaissent pas ça. Alors, puis c'est sûr et certain qu'en n'ayant pas de préposés qui sont des préposés réguliers, déjà ça, c'est un problème de maltraitance parce qu'on est constamment en train d'essayer. Moi, quand j'étais là, c'était moi la deuxième préposée. Je ne rentrais jamais à 2 préposés parce que j'étais la deuxième préposée. Alors, j'étais constamment en mode d'enseignement. Voici, on fait ça tranquillement comme ça, la façon de le placer et tout. Mais là, c'est 2 préposés qui n'ont pas d'entraînement puis qu'on roule constamment puis avec d'autres gens qui sont en formation. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire là? J'ai connu ça pendant un été de temps, là, une journée différente de tous les jours. Donc, non, je veux dire, quand même, là, c'est à proscrire. Oui, puis tout, on roule tout. Hein? Les infirmières roulent, les préposés roulent, les médecins roulent. 16 heures. 16 heures. Là, il y en a une qui a fait 2 fois, 2 chiffres de 16 heures. Mon Dieu. Elle était là, comme une ocumène quasiment. Là, oui, puis vous savez, quand ils font des 16 heures, les préposés,
ils ont la mèche courte, hein? Alors, avec qui vous pensez à qui ils s'en prennent? Ils s'en prennent aux gens qui sont dans les lits. Une chance que cette personne-là a un bon caractère. Une chance. Mais c'est Donc, ça, parce que quand ils font des 16 heures, ils ont la mèche très courte, ils sont moins patients, peu importe ce qu'ils demandent. Si quelqu'un, ils doivent rentrer 2 fois pour bien le placer parce qu'il n'a pas été bien placé, positionné, parce que vous savez, avec les problèmes respiratoires, c'est important que la cage thoracique soit bien positionnée puis bien dégagée pour qu'il puisse bien respirer. Alors, si quelqu'un rentre et qu'il n'a pas été bien positionné, et comme la journée où j'étais allée, justement, la tête tombante, le cou cassé, j'ai demandé à ce qu'il soit repositionné. On a attendu 45 minutes, il n'y a personne qui est venu. Hein? Alors, Absolument. Alors, c'est ça, là. C'est toutes des choses que personne ne comprend, à moins d'avoir vécu dans ces lits-là. Moi, quand j'étais là, je tolérais pas ça si je le replaçais toute seule. Mon mari n'a jamais souffert. J'ai toujours pourvu. C'est pas pour rien que j'ai dit que j'étais le missionnaire du confort. Et parce que dès que je voyais qu'il venait l'aspirer puis qu'il toussait, ben là, il avait tendance à comme sa tête à être déplacée. Alors, je le replaçais immédiatement. J'ai jamais fait sonner la cloche d'appel. C'est toujours moi toute seule qui faisais. Ben, c'est ça. Juste pour vous dire que moi, quelques degrés, une nuit, juste le cou cassé un petit peu, là, légèrement comme ça, là, je peux avoir mal vraiment au cou pendant quelques temps. Mais heureusement, mon corps se résorbe bien. Tu sais, j'ai pas... mettons, je suis proche, j'aurais pas mal toute la journée. Là. Que ça va se résorber tout de suite. Mais tu t'assois, tu bouges. On te replace, tu es assis, tu n'es pas toujours dans ton lit. Non, c'est ça. Moi, je suis toujours en position assis pour justement bien respirer pour ma cage thoracique. Et puis, depuis, moi, je dors des nuits. Puis tu peux parler, ce qui n'est pas le cas de M. Voilà. Donc, c'est ça qui est le... Puis en même temps, il faut comprendre que mon mari, il est blessé au cou. C'est là où il est blessé, là. Parce que c'est le chiro l'a blessé au cou. Alors, il a cassé le cou. Alors, c'est strictement encore plus important. Mon Dieu, oui, je comprends. On est toute compassion avec vous et surtout votre mari, là. C'est lui là, qui en souffre là, en ce moment. Nous, Madame Demoré, est-ce que ça serait possible que quelqu'un aille voir votre mari pour vous? Parce qu'apparemment, qu'il peut avoir des visites. Non, ils n'ont pas de visite. Si vous regardez sur le site, ils n'ont pas de visite. Ils n'ont pas le droit de visite. Oui, mais je suis allée sur le site et ils disent qu'on a le droit à des visites maintenant. Est-ce que le document a changé? Ben, c'est pas le document, en fait, que je vois, c'est vraiment sur le site. Mais le lien vers les documents, ça dit autre chose, effectivement. Oui, ben c'est ça, c'est parce que c'est dans les hôpitaux, aucun problème, les visites sont admises. Mais pour le pavillon Camille Lefebvre, il vous emmène habilement vers le fameux document, le torchon, qui est daté du 16 juin, qui, si vous le lisez, il n'y a aucun endroit où c'est permis pour les visiteurs. Alors, il parle de proches aidants, parce que pour eux, les visiteurs, c'est des proches aidants, vous comprenez? Fait que c'est ça la petite subtilité vicieuse qu'ils font. Alors, quand vous lisez le document, puis vous vous rendez compte qu'ils font allusion aux visiteurs qui sont permis en parlant des proches aidants, parce que à l'intérieur, les proches aidants ne sont pas des proches aidants. Ils sont toujours des visiteurs statiques. Alors, c'est ça, là, c'est la petite technicalité vicieuse du CUSUM. Parce que pour les visiteurs comme tels, les vrais visiteurs, ben, dans les hôpitaux, ils traitent comme les autres hôpitaux du CUSUM, les hôpitaux normaux, ils traitent justement des visiteurs qui peuvent y aller, les conditions. Mais pour le pavillon Camille Lefebvre, il y a un petit cocktail spécial qui est réservé pour les usagers du pavillon Camille Lefebvre. Bien, je vous enverrai le lien, mais ça dit accès des proches aidants au pavillon Camille Lefebvre pendant la pandémie. Puis là, ça dit que maintenant, les membres de la famille, les proches aidants et les visiteurs peuvent désormais rendre visite aux résidents du pavillon Camille Lefebvre. Oui, mais... il y a des... Oui, mais regarde... J'ai peur que le gouvernement pense... non, je ne remets pas du tout en doute ce que vous dites, hein, d'ailleurs, soyez sans crainte, mais j'ai peur que le gouvernement pense que les visiteurs ont le droit d'y aller là, en allant rapidement sur le site. Ben oui. C'est sûr, parce qu'il faut lire. Puis regardez, en plus, les proches aidants, on n'est pas supposé d'être soumis encore à un processus d'heures. Puis si vous regardez les membres de famille, ils leur font signer des consentements. Ah, voilà.
Ça, j'ai vu ça, oui. Ben, qu'est-ce que ça a d'affaire? Les membres de famille n'ont pas de soins à donner, ils n'ont pas d'affaire à signer. Pourquoi ils doivent signer ce consentement-là? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée, effectivement? Ouais. Donc, qu'est-ce qui est dit n'est pas représenté. C'est ça que je comprends. Ben non. Non, puis de toute façon, c'est vraiment, c'est trompeur parce que les visiteurs, les membres de famille n'ont pas à être soumis à des consentements écrits, farfelus. Puis en plus, vous savez quoi? Ils sont aussi, eux aussi, ils sont dans l'intérieur de 3 heures. On est obligé maintenant, avec le proche aidant, de diviser nos heures. Alors, si jamais vous avez un membre de famille qui viendrait là-dedans, là, dans le petit 3 heures qu'il vous donne, vous devez diviser parce qu'on ne peut pas, les chambres sont tellement petites, on ne peut pas rester là. Si on a 2 membres de famille c'est ça. Donner, Exact. non. Alors, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il empiète encore sur le temps du proche aidant parce que nous, nos heures sont encore limitées à 3 heures, puis on ne peut toujours pas sortir de la chambre. C'est toujours la même chose. L'aide à la marche dans la chambre, hein? Alors, c'est très clair. Absolument. Excusez-moi, juste avant, pour faire finir notre émission, Léandre, juste parler avec lui un petit peu, là, comment ça va, là, parce qu'on n'a pas parlé avec lui là, ce soir. Comment ça va, Léandre, toi? Ça va très bien, moi. Ça va très bien. Oui, bon. Les horaires sont revenus normaux, puis j'ai reçu mon personnel normal, toujours les mêmes que j'avais avant, là, tout est rentré dans l'ordre. Bon, ben au moins c'est une bonne nouvelle aussi. Je pense que la plainte au CLSC, ça a bien fonctionné. Oui, ben oui, c'est vrai. Donc, on a une preuve, là, justement. Madame Godreau est en train de se tordre de rire. Justement, oui. Non, il faut parler, justement, revendiquer nos plaintes, justement, pour qu'on puisse avancer, là, justement. Donc, ben, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, mon cher Léandre? Non, j'ai pas d'autre chose, j'écoute, puis j'aime bien ça. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir. Bienvenue. Je me sens privilégié parce que, comme c'est là, je ne peux pas demander mieux que ce que j'ai là. Bon, ben, mon Dieu, excellent. Donc, on parlait tantôt de reconnaissance. Oui, vas-y, Jean, quoi? En terminant. Moi, ma femme, un peu mon haïssable. Bon, tu vas donner haïssable. Dans mon corps, il va falloir arrêter. Bon, OK. Parce que, là, tu vas faire ton Mozart. Tu vas faire ton Mozart. Lui, il me regarde là, des nerfs. Absolument. Donc, on va écouter la fin. Pas la fin, ben notre thème favori. Le monde, je sens entendre, là. Mais Luc, en tout cas, il a l'air à l'aimer, là. Épouvantable. Et je ne sais pas si lui, il l'aime autant, là, mais quand même. Puis là, juste pour faire exprès. Donc, mon cher Mozart, où est-ce que tu es? Oui, il était ici. Voilà. Bon, on est prêt tout le monde? Hein? On y va. Ouais. On y va. Vas-y, gêne-toi pas, monsieur. Monsieur Mozart. Go. On dirait qu'il est en maudit pour la deuxième partition, hein? Qui passe sa musique, là. Épouvantable, là. Hey, bon, ben, écoutez, bonne soirée. Merci, Jean. Merci, Mme Godreau, hein, d'avoir venu. Caroline, merci pour être coordinatrice. Léandre, merci beaucoup. Mme Damoré, Sandra, Marie-Michel, il ne faut pas oublier, Éole, il ne faut pas oublier aussi Nicole, et puis il y a aussi José et Daniel. Et si j'en oublie? Tania. Oui, Tania, mon Dieu. Tania, sans oublier Tania. Fait que, ben, bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye. Bonne semaine tout le monde. Merci. Bye. Salut, à lundi. Bye. Bonne Bye. Oui. Bye.
Bon, ben merci, Jean. Bye-bye. Alors, ben merci pour la 110e. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, merci et bonne soirée. À lundi, tout le monde.